Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver. Voici les titres de l'actualité de ce dimanche 29 juin. Représentant le président de la République, le Premier ministre s'est rendu à Séville en Espagne pour participer à la 4e conférence internationale sur le financement du développement. Les détails dans un instant. L'Agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat a lancé sa nouvelle plateforme numérique, le but étant d'inciter à investir et de faciliter le suivi des projets. Et le décret exécutif fixant les conditions d'exercice de l'activité de micro-importation par l'auto-entrepreneur vient d'être publié au journal officiel. La santé bucco-dentaire est le parent pauvre de la santé. Pourtant, une simple carie peut être dangereuse chez un sujet vulnérable. On verra la prise en charge de personnes atteintes de cancer ou de diabète grâce à une médecine de précision, immersion au service de chirurgie bucco-dentaire de Bnimsous. Et si vous êtes à la recherche d'un plan sorti en famille sur Alger, la place El Ketani à Bab El Oued vient de bénéficier d'un projet de réhabilitation offrant désormais des aires de loisirs et des installations sportives et autres promenades surplombant la mer. Les images dans un instant. 31e édition du Maghreb des livres à Paris. Cette année, l'Algérie était à l'honneur avec plus d'une centaine d'auteurs réunis pour célébrer la richesse et la diversité des lettres algériennes. Bienvenue à tous. Représentant le président de la République Abdelmadjid Tebboune, le Premier ministre Nadir Larbaoui s'est rendu à Séville en Espagne pour participer à la 4e conférence internationale sur le financement du développement prévue du 30 juin au 3 juillet prochain. Les participants à cette conférence examineront diverses questions liées à la problématique du financement du développement, notamment l'état de mise en œuvre du programme d'action d'Addis Abeba visant à appuyer la mise en œuvre du programme de développement durable à l'horizon 2030 en vue de formuler des propositions et des solutions collectives à même de soutenir les efforts de développement et de combler le déficit de financement. Et pour plus de détails, nous avons avec nous notre envoyé spécial à Séville, Kamel Souik. Kamel, bonsoir. Le Premier ministre participe dès demain à la 4e conférence internationale sur le financement du développement. Est-ce qu'on peut déjà rappeler l'importance de cet événement ? Bonsoir Sarah, Séville accueille à partir de demain la 4e conférence internationale sur le financement du développement organisée ici dans ce palais des congrès par les Nations Unies. Représentant le président de la République Abdelmadjid Tebboune, le Premier ministre Nadir Larbaoui participe à cette conférence de haut niveau. Il est arrivé aujourd'hui à Séville. Cette conférence est axée également sur l'évaluation de la mise en œuvre du programme d'action d'Addis Abeba, adopté, il faut le rappeler, il y a 10 ans pour soutenir les objectifs du développement durable à l'horizon 2030. L'enjeu est donc de taille car la communauté internationale fait face à un véritable déficit en matière de financement. Il est évalué aujourd'hui par les Nations Unies à 4 000 milliards de dollars, ce qui impacte sérieusement le financement des projets de développement, notamment dans les pays du continent africain. Plus de 70 chefs d'État et de gouvernement participent à cette conférence internationale avec les représentants, bien sûr, des institutions financières, les représentants de la société civile, les secteurs publics et privés. En conviant tous ces acteurs, les organisateurs veulent créer une véritable synergie et, in fine, créer une véritable beaucoup de diversité en matière de financement des projets de développement dans le continent africain et à travers le monde. Avec mon équipe, nous assurons une couverture pour les différentes chaînes de l'EPTV à partir de demain de cette conférence majeure. Merci beaucoup Kamel Souik, vous étiez avec nous depuis Séville. Et je le disais en titre, le décret exécutif fixant les conditions d'exercice de l'activité de micro-importation par l'auto-entrepreneur a été publié au journal officiel. Il s'agit du décret exécutif numéro 25170 fixant les conditions et les modalités d'exercice de l'activité de micro-importation par l'auto-entrepreneur. Au sens du décret, il est entendu par l'activité de micro-importation les opérations effectuées à titre individuel par des personnes physiques lors de leur
leur déplacement à l'étranger en vue de l'importation pour la vente en l'état de quantités limitées de biens et marchandises d'une valeur n'excédant pas 1 800 000 dinars. Cette activité, selon l'article 3 du texte, est exercée exclusivement et personnellement par les personnes physiques disposant du statut d'entrepreneur octroyé conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Nous célébrions récemment la journée mondiale de la petite et moyenne entreprise. À cette occasion, l'Agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat NESDA a lancé sa nouvelle plateforme numérique. Le but étant d'inciter à investir et de faciliter les suivis des projets, mais aussi bénéficier des avantages assurés par ce dispositif aux porteurs de projets et d'idées d'entrepreneuriat. C'est ce que nous dit Riyad Belkhadim dans ce reportage. Dans le cadre de l'encouragement et du renforcement de l'acte de l'entrepreneuriat et la facilitation des demandes des porteurs de projets, la NESDA, Agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat, a lancé ce matin sa nouvelle plateforme numérique. Ce nouvel outil va offrir des nouvelles perspectives aux porteurs de projets et la possibilité pour eux de s'inscrire sur cette plateforme ainsi que le suivi de leurs projets à distance et l'obtention de toutes les informations dont ils ont besoin pour la réussite de leur entreprise. Je pense qu'il y a deux problématiques majeures. La première, c'est à quelle vitesse on crée aujourd'hui la micro-entreprise en Algérie. C'est le premier défi de notre agence. Et le deuxième défi, c'est la gestion des micro-zones d'activité. Aujourd'hui, nous avons remarqué que cette problématique a été posée à maintes reprises et nous fournissons en collaboration avec l'ensemble des parties prenantes pour fournir des solutions ou bien apporter des solutions à cette problématique. Lors de cette réunion, également, cela a permis d'obtenir des informations en temps réel aux entrepreneurs et à ceux qui veulent lancer leur première start-up. La nouvelle plateforme permettra d'offrir aux jeunes entrepreneurs une prestation de qualité et une diminution des lenteurs bureaucratiques. Ce projet s'inscrit dans le cadre d'une stratégie nationale de numérisation de l'administration publique et la promotion de l'économie nationale en encourageant l'investissement et l'entrepreneuriat ainsi que la création de nouvelles entreprises et des opportunités pour la jeunesse. Notre agence, depuis une année, essaye de réformer son système et nous avons, disons que nous sommes dans la bonne voie, mais il reste beaucoup de choses à faire, notamment dans la problématique de la gestion des micro-zones d'activité. En marge de cette présentation, la NESDA a honoré quelques entrepreneurs et lanceurs de start-up qui ont eu la réussite escomptée. Cet événement a également permis de mettre en évidence certaines success stories. Nous sommes ravis de toutes les facilitations qui ont été émises par le président de la République, par tous les organismes, par NESDA. Et c'est un encouragement qui va booster notre entreprise, booster notre esprit et donner du courage à d'autres, peut-être, pourquoi pas, étudiants à créer leur entreprise. Avant la création d'une entreprise, avant même la naissance d'une idée, tout commence par un rêve. Un rêve qui, par la persévérance, finit par devenir réalité. Le ministre de l'Éducation nationale, Mohamed Sghir Saadawi, a rendu une visite de courtoisie aux élèves candidats au programme de la 3e année de l'Olympiade algérienne. Ces élèves en stage fermé au lycée de mathématiques sont encadrés par des enseignants et des encadreurs expérimentés dans des anciens champions ayant déjà remporté les titres dans cette compétition. Le programme d'encadrement vise à sélectionner les meilleurs élèves susceptibles de représenter l'Algérie dans des compétitions internationales. Dans ce cadre, le ministre s'est enquis des préparatifs et des formations dont bénéficient ces élèves. À l'étranger, au Proche-Orient, situation humanitaire très fragile à Gaza. Le porte-parole de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine, UNRWA, a affirmé ce dimanche que les conditions humanitaires et sanitaires dans l'enclave se sont détériorées, notant que le nombre de victimes de la guerre génocidaire sioniste dans cette région est le plus élevé depuis la Seconde Guerre mondiale. Dans une déclaration à des médias depuis Amman, Adnan Bouhassna a souligné que plus de 10% de la population de la bande de Gaza a été tuée ou blessée
décès, soit plus d'1 million de martyrs et de blessés, ajoutant qu'un tel bilan ne s'est jamais produit dans aucun autre conflit depuis la Seconde Guerre mondiale. Le porte-parole de l'UNRWA a mis en garde contre les répercussions d'un effondrement total du système de santé dans la bande de Gaza, notamment la propagation de la famine et la prolifération des maladies et des épidémies. Et sur le terrain, la situation est également grave. Au moins 7 Palestiniens sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés ce matin dans des bombardements aériens des forces d'occupation sionistes sur plusieurs régions de la bande de Gaza. C'est les images de notre correspondant Wissem Abou Zaïd, commentaire Hakim Kishrout. Il ne reste plus rien à cette petite fille, si ce n'est ses cris de détresse et ses larmes complètement désemparées. Elle nous montre sa maman et ses frères allongés dans l'ambulance, à côté de plusieurs autres martyrs et blessés. Près d'elle, sa mère s'effondre, brisée par la douleur, incapable de supporter la perte de ses enfants. C'est l'histoire d'une seule famille palestinienne, parmi des dizaines d'autres qui arrivent les unes après les autres, blessées ou morts, alors que plusieurs autres personnes restent encore sous les décombres. Nous étions assis quand soudain 3 missiles se sont abattus sur notre campement. Nous avons vu de la poussière et des gens sous les décombres. Nous sommes en train d'évacuer les blessés. On ne comprend pas pourquoi ces missiles nous tombent dessus. Cette attaque, filmée par la caméra de la télévision algérienne, montre encore une fois au monde entier la brutalité des bombardements de l'entité sioniste contre une population complètement démunie et qui augmente chaque jour que Dieu fait. Le nombre de martyrs parmi les blessés, des hommes, des femmes et des enfants qui ont eu la chance d'échapper à une mort certaine, cherchant désespérément au milieu des survivants ce qu'il leur reste comme famille. Et dans un autre scénario macabre et douloureux d'un nouvel épisode de bombardement, un autre camp de réfugiés visé, le cratère de l'impact se passe de commentaires et où de nombreuses personnes sont portées disparues ou retrouvées inertes sous les amas de terre, obligeant les plus chanceux à chercher d'éventuels survivants toute la nuit et jusqu'au petit matin. Les corps de dizaines d'enfants ont été retirés. Nous étions assis quand on a entendu une énorme déflagration qui a causé, comme vous le voyez, tous ces dégâts. Cet endroit était rempli de tentes, la plupart des campements se trouvaient ici et qui se sont retrouvés sous terre. Nous avons passé de nombreuses heures à creuser le sol à main nue. Nous procédons à des recherches et nous avons jusqu'à maintenant pu retrouver 6 enfants et 2 femmes. Et là, on continue à creuser pour dégager 2 autres enfants encore sous terre. Au moins 377 000 Palestiniens de la bande de Gaza, dont la moitié sont des enfants, sont assassinés ou portés disparus depuis le début de l'agression sioniste contre l'enclave palestinienne, révèle un nouveau rapport de l'université américaine Harvard. L'Union européenne a exprimé sa disposition à soutenir l'accord de paix conclu vendredi à Washington entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, le qualifiant d'étape importante vers la fin de décennies de conflits. Pour la haute représentante pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, la réussite de cet accord est tributaire cependant de la participation des partenaires régionaux, précisant que l'Union européenne est prête à fournir un soutien politique et économique à cet accord. La République démocratique du Congo et le Rwanda ont signé, rappelons-le, vendredi dernier, un accord de paix visant à mettre fin au conflit dans l'est de la RDC qui a fait des milliers de morts. En Belgique, des manifestations ont été organisées par des représentants de la communauté sahraoui établie dans ce pays et des militants des droits de l'homme. Les manifestants réclamaient la fin de l'occupation marocaine ainsi que la libération des détenus sahraouis. C'est un sujet signé Sid Ahmed Mouraïb. En face de l'ambassade du Maroc, en plein cœur de Bruxelles, s'élèvent des voix appelant au respect du droit international lors d'une manifestation pacifique organisée par la communauté sahraoui pour réclamer la libération des détenus politiques et la fin des arrestations arbitraires perpétrées par l'occupant marocain contre le peuple sahraoui. Cette manifestation est historique. Elle vise à dénoncer les graves exactions subies par nos concitoyens et surtout les prisonniers politiques. Depuis cette tribune, nous appelons
à leur libération immédiate tout en rappelant à l'opinion internationale les souffrances endurées par le peuple sahraoui sur sa terre usurpée. C'est l'un des peuples les plus pauvres alors que sa terre est riche en ressources naturelles. L'occupant marocain ne se contente pas de priver le peuple sahraoui de ses droits légitimes et de le réprimer. Il répand également le poison de la drogue parmi sa jeunesse et exploite illégalement les ressources naturelles de ce riche territoire. Nous demandons aux organisations internationales et au monde entier de faire pression sur l'occupant pour qu'il arrête de spolier les ressources naturelles sahraouis et de libérer tous les détenus sahraouis. Le peuple sahraoui se voit interdire d'exprimer ses opinions et positions politiques. Il est également indûment privé de ses ressources naturelles. Le régime du Makhzen ne se gêne pas pour violer toutes les valeurs et conventions des droits de l'homme, perpétrant toutes sortes d'agressions et d'arrestations arbitraires à l'encontre du peuple sahraoui. Pour ce régime, les droits de l'homme ne sont que des slogans creux. Manifestation également dans la ville occupée de Dakhla. Les manifestants revendiquaient le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et à l'indépendance et réclamaient la fin de l'occupation marocaine ainsi que la libération des prisonniers civils sahraouis détenus dans les geôles marocaines, a rapporté ce dimanche l'agence de presse sahraoui. De plus, les manifestants ont réaffirmé leur détermination à poursuivre la lutte et la résistance pacifique jusqu'à l'obtention de l'indépendance du Sahara occidental. Rappelons que les manifestations ont été réprimées par les forces marocaines dans le cadre de la politique de l'occupant marocain visant à priver les Sahraouis de leur droit de manifester pacifiquement. Direction l'hôtel de ville de Paris où s'est tenue ce week-end la 31e édition du Maghreb des livres. Cette année, l'Algérie était à l'honneur avec plus d'une centaine d'auteurs réunis pour célébrer la richesse et la diversité des lettres algériennes. Entre rencontres littéraires et débats, le salon a offert un véritable pont entre les rives de la Méditerranée. C'est ce que nous dit Raphaël Blouchette dans ce reportage. Depuis hier, l'hôtel de ville de Paris s'ouvre 2 jours durant aux lettres algériennes. Des lettres tant ancrées qu'ancrées dans la Méditerranée. Pour cette 31e édition du Maghreb du livre, plus d'une centaine d'auteurs, 30 débats et une demi-douzaine de cafés littéraires, des grappes d'éditeurs qui font crépiter les marges. Autant dire qu'on ne pouvait pas circuler sans heurter un alexandrin ou trébucher sur un mot amazigh. C'est toujours la même influence. Et qu'il y a énormément d'Algériens qui renouent avec la culture de leur pays à cette occasion-là. Alors on voit des familles entières arriver avec des enfants, particulièrement comme ça tient un week-end, donc c'est plus facile. Et on se rend compte qu'il y a un réel engouement pour l'écriture des auteurs algériens et que là, leur est donné ici l'occasion d'être mis en relief. La visibilité, justement, n'a plus le goût d'autrefois. Elle est passée de l'imprimerie au clic, de l'encre à la pixel chose, et Slim, l'inimitable, le résume d'un trait. Je pense, oui, parce que c'est révélateur. C'est-à-dire, d'abord, je mets un dessin et des milliers de gens le voient, alors qu'avant, non. Avant, il fallait l'imprimer, il fallait le mettre dans les kiosques, il fallait en parler. Alors que maintenant, non, c'est autre chose. Autre horizon plus intime, les relations franco-algériennes. Et contre les discours extrémistes qui claironnent le divorce, la salle du Maghreb des livres plaide pour le délit de liaison. Les étagères d'histoire débordent et les lecteurs français sont au rendez-vous. Moi, je circule beaucoup à travers mes films, à travers les expositions. En France, on aime les Algériens. Il y a un métissage, il y a des rencontres qui datent depuis très longtemps. Donc, il fait plus de mal qu'autre chose en stigmatisant. Pas le gouvernement algérien, il stigmatise nous, les franco-algériens, les franco-algériens. Et c'est ça qui est important. C'est une façon de défier le divorce officiel franco-algérien et trouver des chemins des retrouvailles. La figure d'Averroès relie les 2 rives de la Méditerranée. Je pense qu'il est grand temps de relier mieux encore la France et l'Algérie et la France par-delà tous les conflits et les discordes actuels entretenus au plus haut sommet du ministère de l'Intérieur. Enfin, Florence Baugé tire le fil mémoriel. Ça prouve l'intérêt qu'ont les Français pour l'Algérie. Il continue d'y avoir une sorte de fascination réciproque, d'exaspération, de ressentiment, d'amour, de haine, de tout. Ça n'en finit pas. Ça n'en finit pas cette histoire entre la France et l'Algérie. Et ça n'en finira pas tant que les choses n'auront pas été dites et des excuses présentées de la part de la France. Ça, je le maintiens maintenant et je le dis et je le redis à chaque occasion.
Cette 31e édition l'a prouvé, les pages franco-algériennes refusent de jaunir. À force de passerelles, une centaine d'auteurs, 30 débats et des milliers de visiteurs ont esquissé un pont d'encre où la Seine tutoie la Méditerranée. Au-delà des tumultes diplomatiques, la littérature persiste, tenace à raturer les frontières. Elle s'engage pour qu'entre Alger et Paris, le dernier mot ne soit pas rupture, mais le chapitre à venir. Retour chez nous, la place Al-Kétani, dans le quartier mythique de Bab el-Oued à Alger, a bénéficié récemment d'un projet de réhabilitation au grand bonheur des familles algéroises. Des aires de loisirs et des installations sportives et autres promenades surplombant la mer, idéales pour les piétons. Al-Kétani offre désormais une large palette de choix pour les estivants avides de détente et d'air marin. Hakim Kishrout. La place Kétani, en plein cœur de la capitale, un nouvel espace de loisirs, redonne vie à l'environnement urbain. Petits et grands trouvent leur bonheur dans cet espace aménagé pour tous. Terrain pour différents sports, des pistes cyclables ou encore aires de jeu et zones de détente, un véritable bol d'air pensé pour les familles. C'est un très bel espace qui nous plaît énormément. Aujourd'hui, nous sommes venus jouer, courir ou faire du vélo. Ils ont construit un très bel espace pour les habitants d'Alger Centre. Nos enfants n'avaient presque aucun espace pour s'amuser. Aujourd'hui, je n'ai qu'à prendre le métro pour venir ici. C'est un nouvel espace où nous pouvons faire de longues promenades, prendre une bouffée d'air. Le lieu est propre et sécurisé. La place Kétani s'inscrit dans un projet d'envergure, le Plan Bleu, une initiative ambitieuse portée par la wilaya d'Alger qui vise le réaménagement complet de la baie d'Alger. Un chantier structurant, toujours en cours d'extension, avec notamment le lancement des travaux au niveau de la plage Farhani. Pour cela, la wilaya a mobilisé d'importants moyens, aussi bien humains que matériels, pour faire de ce site un véritable pôle de loisirs et de détente. C'est un projet de protection et d'aménagement de cette plage sur une longueur de 300 mètres avec le réaménagement de la baie d'Alger depuis Qaassour. Les travaux de ce projet ont débuté par l'agrandissement et la création d'esplanades qui permettront aux visiteurs de s'installer confortablement face à la mer. La réhabilitation du front de mer s'impose comme un projet stratégique de premier plan qui vise à redonner à El Behja tout son éclat d'antan. Nous le disions en titre, la santé bucco-dentaire est souvent définie comme le parent pauvre de la santé. Et pourtant, une simple carie peut s'avérer dangereuse lorsqu'elle est négligée ou encore lorsqu'elle survient chez un sujet vulnérable, chez les diabétiques, les malades souffrant de rhumatisme ou encore chez les patients atteints de cancer. Le risque infectieux est très élevé et une prise en charge particulière est requise. Immersion dans le service de pathologie et de chirurgie bucco-dentaire de Bnimsous avec Yanis Saïd Belkacem. Reportage. Ici à Bnimsous, au service de pathologie et chirurgie buccale, les patients affluent, qu'ils soient nourrissons ou personnes âgées, tous arrivent avec une lettre d'orientation. À l'exemple de cette patiente de 72 ans, suivie pour une douleur persistante à la mâchoire, orientée ici pour un diagnostic plus poussé, car dans ce service, on ne soigne pas qu'une simple carie. À l'exemple de cette dame qu'on vient de voir, qui présente une pathologie cardiovasculaire, elle a vu son cardiologue, il lui a donné une lettre d'orientation pour venir à notre service, justement pour une remise en état de la cavité buccale. Ici, le patient il sera préparé, soit par exemple s'il nécessite une prémédication antibiotique ou sédative, comme chez les enfants, ou bien nous allons demander des examens complémentaires, des bilans sanguins, radiologiques. Donc une fois en unité de chirurgie buccale, nous allons directement réaliser l'acte. Le patient il aura son rendez-vous. L'un des outils phares du service est aussi le laser utilisé en biostimulation. Il favorise la régénération osseuse, comme pour ce patient atteint d'un cancer sous traitement lourd. Dans le traitement, il y a plusieurs panoplies. On va utiliser donc le laser pour faire la biostimulation pour aider la cicatrisation de la nécrose osseuse. D'accord. Ce qu'on fait en chirurgie, c'est pas que la biostimulation, on fait aussi des chirurgies, des extractions dents de sagesse, des exéraces des tumeurs, des exéraces des kystes, voire des énucléations et des tractions canines
On travaille toujours avec le service d'ODF, voir des traitements des récessions, voire des phrénectomies, d'exercice des tumeurs bénignes de la muqueuse. La force du service, c'est aussi sa synergie qui garantit une médecine de précision au service du patient. Les différentes atteintes rhumatologiques qui sont généralement orientées par les services de rhumato ici à Bni Msous ou bien qui sont orientées aussi par les services d'orthopédie, rhumatologie de l'hôpital Ben Aknoun. Il y a aussi les diabétiques mal équilibrés. Donc l'enjeu de la prise en charge, c'est la prévention, ça rentre toujours dans la prévention du risque infectieux. La dissémination générale des bactéries et qui peuvent exposer le patient parfois à un risque vital qui est assez important. Ce service de pathologie et de chirurgie bucco-dentaire de Bni Msous incarne un maillon essentiel du parcours de soins hospitaliers, souvent méconnu, mais vital pour des centaines de personnes. Et prévenir est sans doute mieux que guérir. Pour ce faire, l'activité sportive est conseillée pour de nombreux Algérois amateurs de sport. Une des meilleures destinations est sans conteste la forêt de Bouchaoui. Un espace niché dans la nature offrant des sentiers de randonnée et de jogging. Pour les moins athlétiques, une simple promenade suffit. Reportage Lamia Boudbouda. Malgré la chaleur qui s'installe, certains ne renoncent pas à leur dose d'énergie. Tôt le matin, dans cette forêt, on croise des joggeurs, des sprinteurs et des groupes motivés. Entre bien-être et besoin vital, ces moments sportifs sont devenus une habitude incontournable. N'est-ce pas, docteur? Oh, beaucoup du plaisir d'abord et beaucoup de bonheur. Et en soi, c'est un équilibre pour moi. Ça me permet d'évacuer la charge de la semaine, de tous les jours, mais pas seulement. Et puis, on se sent en plein équilibre. Je me sens zen, comme on dit. Ça fait plus d'une trentaine d'années. Je le fais de façon régulière et alternée un jour sur deux, sans rater. Particulièrement, le week-end, c'est la matinée. Je profite du vendredi matin, sinon c'est en fin de journée les autres jours. Parfois, la forêt n'offre pas que du souffle et de l'endurance. Elle tisse aussi des liens. Naufel, passionné d'haltérophilie, s'entraîne ici souvent avec ses amis. Cette pratique nous procure du bien, c'est le principal. Mais l'avantage, l'oxygénation en plein air et de la forêt nous procure un maintien fabuleux. Comme on est tous adhérents à une pratique commune, des liens d'amitié, de sportivité, de compétition se créent. Dans la forêt, chacun trouve sa cadence, sa discipline et son échappée belle. En fait, sincèrement, c'est un bien-être. C'est vrai qu'on a du mal des fois à démarrer, surtout le matin. Mais sinon, après, c'est que du bonheur et c'est un bien-être. Il faut le faire pour ressentir ça. Et pour d'autres, comme ce passionné de vélo, pédaler en forêt est comme une véritable cure de bien-être. Généralement, les gens pensent que le sport, c'est plus pour le physique. Alors que ce n'est pas juste pour le physique, c'est aussi pour le mental. Ça joue un rôle, on va dire, c'est plus important côté moral que physique. Et quand je me vois énervé pour rien et pour tout, je me suis dit la meilleure solution, c'est je sors, je m'entraîne, je reviens, je prends une bonne douche. Pour le moment, c'est une séance de vélo, 26 minutes, et après une petite séance de 15 minutes cardio. Dans cette forêt, le sport rassemble, fait du bien au corps et surtout à l'esprit. Même sous le soleil, ces passionnés n'ont qu'un mot d'ordre, bouger et respirer. Bouger et respirer, donc, si vous voulez être en forme et en bonne santé. Voilà qui termine ce journal. Merci de nous prêter attention. L'info continue sur Canal Algérie. Prochain point de l'information à 20h en langue nationale. Je vous retrouve demain à 19h. Au revoir.